Donc, l'Afrique, nous avons une population jeune. C'est une chance, mais aussi un danger. Une chance si nous arrivons à leur donner du travail. Mais une bombe si nous n'arrivons pas à leur trouver du travail. Le terrorisme, pourquoi? La pauvreté et l'injustice. Plus nous luttons contre la pauvreté, moins il y aura le terrorisme. On ne pourra jamais vaincre le terrorisme par les armes. Nous pourrons vaincre le terrorisme que si nous développons et qu'il y a une juste répartition des richesses au niveau des populations les plus vulnérables, qui sont des jeunes et des femmes. Ensuite, l'intégration économique. Mais nous avons beaucoup de bauxite. On peut faire dans les mines, mais pourquoi pas de l'aluminium? Si vous avez remarqué, en Afrique avant, on utilisait beaucoup de bois pour les portes. Mais maintenant, on utilise de plus en plus d'aluminium. Ça veut dire que l'aluminium, nous avons non seulement le marché chinois, mais nous avons le marché africain. C'est-à-dire que l'Afrique sera demain un marché plus important pour l'aluminium que la Chine. Mais nous ne faisons pas attention au changement en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement la Chine. Nous avons les mêmes avantages avant que la Chine. Nous avons une main-d'œuvre moins chère, mais on n'avait pas la maîtrise technologique. Il y a un changement fondamental qui vient de se faire aujourd'hui. Le développement de la Chine était basé sur l'exportation. Aujourd'hui, le développement de la Chine va être basé sur le développement interne. Ça veut dire que la main-d'œuvre sera de plus en plus chère. Au moment où on a une main-d'œuvre moins chère, on maîtrise la technologie, ça veut dire qu'on a un double avantage. Non seulement c'est un grand marché africain si nous avons une éducation économique, mais nous allons devenir l'usine du monde et remplacer la Chine. Car si nous transformons les matières premières sur place, mais cela suppose que nous changions nos petits nationalismes. Vous savez, l'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai, mais pour cela, faudrait-il que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous-mêmes. Ce qui manque à nous, chefs d'État africains, c'est que souvent, on n'a pas confiance à nos hommes d'affaires. On pense que les Européens font mieux. Mais il commence à y avoir un changement. Dernièrement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère, jeune frère Macky Sall, à Diamniadio. On a vu là qu'on commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Perdons le complexe, parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones d'ailleurs, ce complexe. Mais je crois que les choses commencent à évoluer, car l'Afrique doit prendre son destin en main. À Deauville, il se fait au mois, on avait mis les grandes puissances en garde, n'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Kadhafi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Donc il n'y a pas d'État, c'est comme la Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? Mais cela est en train de changer. À Kigali et à Addis, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais 0,2% de ses importations à financer. Donc ce financement va dépasser les besoins de fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons décidé qu'on continue et on met le reste à la Banque de développement chez mon frère Adesina pour qu'il puisse davantage financer. Ensuite, le président Kagame a proposé des réformes extrêmement importantes. Quand il y a un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, tous les 6 à 10 heures, tous les chefs d'État sont dans la salle à 10 heures moins 5. Nous, quand on dit 10 heures, chacun s'en va à midi. Si on commence à midi, on a commencé tôt.
Vous avez des présidents qui viennent jusqu'à 10 distances, et la matinée, ils prennent l'avion et repartent, alors que la conférence dure 3 jours. Pourquoi? Et ensuite, nous sommes fatigués par les ministres des Affaires étrangères, ou même des ambassadeurs. Nous avons donc décidé désormais que seul, s'il n'y a pas un président, seul le vice-président ou le premier ministre prendra la parole. Celui qui envoie son ministre des Affaires étrangères, il n'aura pas la parole, encore moins un ambassadeur. Et beaucoup d'oiseaux de mauvais augure pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que les chefs d'État africains ont compris qu'aujourd'hui, avec le danger du terrorisme, l'immigration clandestine, l'accès au développement, l'énergie, la lutte contre le climat, nous ne pouvons pas nous diviser sur un seul problème. On peut avoir des divergences, mais ce qui nous unit est plus important. La preuve, le Maroc est rentré par consensus et l'Union africaine est ressortie plus forte qu'avant. Voilà le changement donc. Nous avons constaté aussi que quand l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. Frère, vous vous rappelez que lorsque nous étions en Afrique du Sud, j'ai fait une lettre que j'ai fait signer par chacun d'entre vous. Vous m'avez dit, ah, encore, tu es revenu à tes habitudes, la fin, l'émotion. Mais nous avons écrit au président Hollande pour dire, voilà nos objectifs. Si le COP21 ne remplit pas ses objectifs, nous ne voterons pas. Et nous avons donné l'ordre à tous les ministres de s'abstenir. La conséquence, nous avons obtenu que 2015, 2016, 2020, qui nous constitue 10 gigawatts, notre mot d'ordre, démographie pour la jeunesse, etc. Donc, ça veut dire que chacun doit travailler avec le commissaire en exercice, faire en sorte que sur tous ces domaines, on progresse. Parce que si on progresse, le commerce intra-africain est de combien? À peine 5%. Parfois, pour aller de Conakry en Éthiopie, il faut passer par Paris. Ou pour aller de Conakry en Éthiopie, il faut passer par Londres. Donc, c'est fondamental que nous développions. Et je suis d'accord avec le président Macky Sall. Si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur minerai de fer. Pendant des années, donc, ils ont géré notre minerai de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la teneur qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir. Ils peuvent dire 40% alors que 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous allons vendre notre minerai de fer dehors? Pourquoi nous n'allons pas transformer en acier? Mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un État. Mais si on est ensemble dans l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer des sociétés où la Côte d'Ivoire a 5%, le Sénégal a 100%, et à ce moment-là, on peut transformer le minerai de fer en acier, et nous sommes aujourd'hui, on va être le plus grand consommateur d'acier. Ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde parle de la Chine comme le plus grand marché. C'est vrai pour le moment. Évidemment, on ne vous donne pas la bauxite, on vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les Israéliens avaient fait en donnant contre prêt des mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la Chine donnait. Nous avons tiré les leçons aussi de cela. Donc, il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a pris davantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui amène les pays africains à faire les mêmes choses. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les acteurs économiques et commerciaux. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire, en souhaitant que nous collaborions pour transformer la matière première sur place. Tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains?
C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je ne suis plus âgé qu'eux. Donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue de l'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains.